Il y a 20 000 ans, l'humanité entière aurait tenu dans une seule ville. Une ville moyenne, comme celle où vous vivez peut-être. Et dans cette ville, un enfant sur deux ne voyait jamais ses 15 ans. Ces gens n'étaient pas différents de vous. Même cerveau, même intelligence, même capacité à aimer, à avoir peur, à espérer. Des Homo sapiens exactement comme vous. La seule différence, c'est le monde dans lequel ils sont tombés en naissant. Aujourd'hui, 5 épreuves vont vous dire si vous auriez survécu à cette époque. Pas une estimation vague, une vraie réponse à la fin. Épreuve numéro 1, naître. La première épreuve, vous ne la choisissez même pas. Il fait nuit. Le sol d'une grotte, dur et froid, sert de lit. Un feu tremble dans un coin. Il donne plus de fumée que de chaleur. Une femme est en train d'accoucher depuis des heures. Il n'y a pas de médecin. Il y a une femme plus âgée qui a déjà vu ça se passer plusieurs fois, mais qui ne sait pas vraiment ce qu'elle fait non plus, parce que personne ne le sait vraiment. Si quelque chose tourne mal, un saignement, un bébé mal positionné, il n'y a rien à faire. Pas d'hôpital à des kilomètres, pas de numéro à appeler. Juste ses mains, ce feu et l'attente. Chez les populations du Paléolithique, environ 40 à 50% des enfants ne voyaient jamais leur 15e anniversaire. Ce n'est pas un chiffre abstrait. Ça veut dire qu'une femme qui accouche 4 fois dans sa vie va, en moyenne, enterrer 2 de ses enfants. Pas dans un cas isolé et tragique. C'est l'expérience normale d'être parent à cette époque. Vous pleurez, vous continuez, parce qu'il faut nourrir les autres. Vous venez de passer la première épreuve, disons. Beaucoup ne l'ont pas passée. Continuons. Épreuve numéro 2, votre premier hiver. Vous voilà en vie, quelque part dans le nord de l'Eurasie, il y a 20 000 ans. Le monde ne ressemble à rien de connu. Des calottes de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur recouvrent le Canada et le nord de l'Europe. Les températures moyennes sont plusieurs degrés en dessous de celles d'aujourd'hui. Et la nuit, dans les pires régions, l'écart peut dépasser 15 degrés. Pas une nuit exceptionnelle, chaque nuit. Imaginez ce que ça fait, concrètement, dans votre corps. Vos mains perdent leur sensibilité en premier, puis vos pieds. Votre corps commence à trembler sans que vous puissiez l'arrêter. C'est un réflexe pour produire de la chaleur. Si le froid continue, les tremblements s'arrêtent et c'est encore pire. Votre corps a abandonné. Il économise ce qu'il lui reste. C'est à ce moment précis, quand vous arrêtez de trembler, que la mort par hypothermie devient réellement proche. Voici ce que personne ne vous a préparé à affronter. Le feu n'est pas une commodité, c'est la seule chose qui vous sépare de cette mort-là. Pas de médecin, pas de couverture chauffante, pas de deuxième option. Quelqu'un dans votre groupe vérifie que le feu est encore vivant avant même de penser à manger. Une nuit sans feu par ce froid, et un adulte en pleine santé peut s'endormir et ne jamais rouvrir les yeux. Vous devez maintenant apprendre, sans études, sans manuel, uniquement par transmission orale, à entretenir une flamme dans un blizzard, à trouver du bois sec dans un monde entièrement couvert de neige, à ne jamais la laisser s'éteindre. Ratez ça une seule fois, au mauvais moment, et l'épreuve s'arrête ici pour vous, en quelques heures à peine. Ce n'est pas une hypothèse lointaine. Les archéologues retrouvent régulièrement des squelettes d'individus morts en position recroquevillée, sans blessure, sans trace de maladie. Juste le froid, une nuit, quelque part loin du feu principal, peut-être en train de chercher du bois, peut-être simplement trop épuisé pour rentrer à temps. Épreuve numéro 3. Nourrir votre corps. Vous avez survécu à une nuit. Il en reste des milliers. Et chacune d'entre elles demande de la nourriture, beaucoup de nourriture. Parce que le corps humain brûle énormément d'énergie simplement pour rester chaud dans ce climat. La faim, ici, n'est pas un inconfort passager entre 2 repas. C'est une sensation qui peut durer des semaines, qui creuse, qui affaiblit les muscles, qui rend les mains tremblantes et les idées confuses. Le problème, c'est que l'agriculture n'existe pas encore. Rien ne pousse pour vous. Tout doit être trouvé, traqué ou tué. Les ressources végétales existent, mais elles sont rares. Quelques racines, si vous avez la chance d'en trouver sous 2 mètres de neige, quelques noix en saison. La grande majorité de votre alimentation, c'est de la viande. Et pour avoir de la viande, il faut chasser. Imaginez la scène. Un groupe d'hommes part avec des lances en pierre taillée, affûtées à la main. En face, un mammouth qui pèse plusieurs tonnes, capable de les tuer d'un seul mouvement de défense. L'équilibre des forces est absurde. Mais c'est tout ce que vous avez. Alors vous coordonnez, vous encerclez, vous attendez parfois des jours le bon moment.
immobile dans le froid, en silence. Un mammouth abattu représente plusieurs semaines de nourriture pour tout le groupe. Un échec, en revanche, représente plusieurs semaines de faim pour tout le monde, y compris les enfants qui pleurent parce que leur ventre est vide et qu'il n'y a rien à leur donner. Et même une chasse réussie a un prix. Une défense de mammouth peut briser un bassin d'un seul coup. Une jambe cassée pendant la traque, loin du campement, dans la neige, peut vous coûter la vie avant même que vos compagnons ne puissent vous ramener. Chaque chasse est un pari où votre propre corps est la mise. Et pendant que les chasseurs risquent leur vie, au campement, d'autres travaillent les peaux pendant des heures, un travail épuisant, pour en faire des vêtements cousus à l'aiguille d'os. Une déchirure dans ce manteau, une nuit à moins 25 degrés, n'est pas un inconvénient. C'est une urgence vitale. Littéralement une question de vie ou de mort avant le matin. Épreuve numéro 4. Ne jamais tomber malade. Vous mangez, vous survivez à l'hiver. Maintenant, ne vous blessez pas, ne tombez pas malade. Il n'y a personne pour vous soigner, au sens où vous l'entendez aujourd'hui. Il y a peut-être un chaman, quelqu'un qui connaît quelques plantes et quelques rituels, et qui a survécu assez longtemps pour donner l'impression de savoir ce qu'il fait. Imaginez une douleur au ventre qui s'aggrave jour après jour. Aujourd'hui, on appelle ça une appendicite, une opération d'1 heure banale. Ici, c'est une sentence de mort, lente, sur plusieurs jours, sans qu'on puisse rien faire d'autre que regarder. Une dent affectée suit le même chemin. Une fracture du fémur pendant la chasse vous rend inutile pendant des semaines. Dans un monde où être inutile est un problème pour tout le monde, vous y compris, parce que chaque bouche à nourrir doit, d'une manière ou d'une autre, contribuer. Imaginez un enfant qui tousse depuis 3 jours, la fièvre qui monte le soir. Personne qui sait vraiment si ça va passer ou si c'est en train de l'emporter. Vous restez là, vous posez un linge humide sur son front, vous attendez. Parce qu'attendre est littéralement le seul traitement disponible. Les archéologues qui étudient les squelettes de cette période ont repéré quelque chose d'intéressant. 2 pics de mortalité bien distincts. Le premier pendant la petite enfance, qu'on a déjà vu. Le second, étrangement, entre 21 et 40 ans. L'âge où l'on chasse le plus, où l'on prend le plus de risques physiques, où le corps est censé être au sommet de sa force. C'est aussi l'âge où il se brise le plus souvent, sans retour possible, laissant parfois des enfants sans parents, dans un monde qui ne pardonne pas cette absence. Épreuve numéro 5. Ne pas être seul. Voici l'épreuve la moins évidente et pourtant l'une des plus décisives. Votre groupe compte environ 25 à 30 personnes. C'est votre monde entier, votre famille, votre protection, votre mémoire collective. Les seuls bras capables de vous porter si vous tombez. Si 5 d'entre eux meurent en un hiver, vous êtes fragilisé. Si 10 meurent, le groupe entier est en danger d'effondrement, incapable de chasser, de veiller le feu, de protéger les enfants restants. Mais voici ce que les chercheurs ont découvert et qui change complètement l'image du petit groupe isolé dans le froid. Ces 25 ou 30 personnes ne sont pas votre seul lien social. Des études sur les réseaux sociaux des chasseurs-cueilleurs ont montré que ces groupes échangeaient régulièrement des partenaires avec d'autres groupes, selon des règles précises transmises sur des générations, pour éviter les unions trop proches génétiquement. Ce réseau pouvait s'étendre sur des centaines de kilomètres de territoire glacé. Des gens que vous ne voyez qu'une fois par an, à la fonte des glaces, mais qui viendraient vous chercher si votre groupe disparaissait. Ces rencontres sont des moments de fête autant que de nécessité. On échange des nouvelles, on pleure les morts de l'autre groupe, on célèbre les naissances, et on choisit, selon des règles précises, qui partira vivre ailleurs pour fonder une nouvelle famille loin des siens. Sans le savoir, sans l'avoir théorisé, vos ancêtres avaient construit quelque chose qui ressemble à un système de sécurité sociale, une armée de réserve, un carnet d'adresses vitales, uniquement maintenu par la mémoire et le rituel. Personne ne survivait seul. Personne n'était censé essayer. Le bilan. Récapitulons votre parcours. Vous avez survécu à la naissance, à un taux d'échec presque 1 chance sur 2. Vous avez survécu à un hiver où une nuit sans feu peut être la dernière. Vous avez mangé alors que la nourriture pouvait manquer d'une saison à l'autre, en supportant une faim que la plupart d'entre nous n'imaginent même pas. Vous n'êtes jamais tombé gravement malade, ni ne vous êtes brisé un os au mauvais moment. Et vous êtes resté connecté à un réseau social qui s'étend sur un continent entier.
Prenez un instant pour vraiment mesurer ce que vous venez de traverser. Une naissance à pile ou face. Un froid capable de vous tuer en une nuit. Une faim capable de durer des semaines. Une blessure banale devenue mortelle et une survie qui ne tenait qu'à un fil, tissé entre plusieurs groupes séparés par des centaines de kilomètres. 5 épreuves. Il suffisait d'en rater une seule. Si vous avez traversé tout ça, votre corps peut, biologiquement, tenir jusqu'à 60 ou 65 ans. Ce n'est pas la légende de l'homme préhistorique qui mourait forcément à 30 ans. Cette moyenne n'existe que parce qu'elle inclut tous ceux qui n'ont pas passé la première épreuve. Ceux qui passent le cap de l'enfance, puis celui de la jeune vie adulte, peuvent vivre presque aussi longtemps que nous, dans un monde qui ne leur pardonnait pourtant aucune erreur. Alors, combien de temps auriez-vous survécu? Statistiquement, si vous êtes comme la majorité des humains ayant existé, la réponse honnête est probablement pas jusqu'à l'âge adulte. Et si malgré tout vous y êtes arrivé, sachez que ce n'est pas parce que le monde vous a épargné. C'est parce que des dizaines de personnes autour de vous ont maintenu un feu allumé, nuit après nuit, ont partagé leur nourriture quand il n'y en avait presque plus, ont porté un enfant fiévreux toute une nuit sans savoir s'il verrait le matin. Pendant qu'à des centaines de kilomètres, des inconnus que vous n'avez jamais rencontrés faisaient exactement la même chose, pour que votre lignée continue. Vous n'êtes pas là parce que c'était facile. Vous êtes là parce que des gens, exactement comme vous, avec la même peur et le même courage, n'ont jamais laissé le feu s'éteindre.